Margot Roux et je gère le projet SFR Sol, donc, qui est conduit ici sur le site des Jardins du Flixbourg, donc le site que vous allez visiter cet après-midi. Et du coup, je vais vous présenter rapidement le projet, présenter en quoi ça consiste et je vais vous montrer un peu à quoi ressemblent les résultats. Le projet SFR Sol, c'est un projet défi XP qui s'inscrit dans le plan Ecophyto 2, donc ce qui veut dire que c'est le plan qui vise à réduire l'utilisation des produits phytosanitaires en agriculture. Le projet existe depuis 2015, mais il a eu différents financements. Il est devenu projet défi XP depuis 2018. Et normalement, il est prévu jusqu'en 2023, et si possible, on essaiera de le continuer après. Donc, il est porté par les PLEFPA, les sillons de Haute-Alsace. Donc, c'est l'ensemble, c'est l'établissement d'enseignement et de formation en agriculture, donc où on est, qui est composé de différents centres, avec le CFPPA, le CFA, les lycées, les exploitations. C'est conduit du coup avec 7 partenaires techniques. Donc aujourd'hui, il n'y en a plus que 6 parce que l'ARA a fermé. Mais dans les 6 partenaires qu'on a aujourd'hui, il y a Planète Légumes, Bio en Grand Est, les chambres d'agriculture, donc Chambre d'agriculture Grand Est et d'Alsace, Ritmo et l'atelier paysan. Donc en fait, chacun contribue avec son expertise au projet. Donc des partenaires financiers, on a l'Agence de l'eau, Fondation de France, Terra Semiosis et du coup Ecophyto. Donc, pour savoir pourquoi le projet SFR Sol a été créé, il faut revenir un peu au challenge qu'il y a en maraîchage biologique. Donc je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes déjà un peu au courant de tout ça, mais je vais quand même revenir dessus pour vous expliquer d'où vient le projet. Donc les principaux challenges qu'il y a en maraîchage biologique, c'est surtout l'usage intensif du sol, parce qu'on a beaucoup de cultures à cycle court. On a des challenges sur l'enherbement et la fertilité du sol, en particulier dans le maraîchage biologique. Et du coup, la méthode qui est courante en fait pour faire face à ces challenges, c'est le travail du sol, donc avec le labour, le faux semis et bien d'autres activités, et qui est associé à des sols nus, à des risques de battance, d'érosion, de lessivage. On considère qu'il y a des risques avec le travail du sol qui est associé à la perte de fertilité du sol, qui peut aussi affecter l'état sanitaire du sol avec plus de risques de maladies, de ravageurs, et qui peut être associé aussi à une baisse d'autonomie vis-à-vis des intrants. Et on sait qu'il existe d'autres alternatives, comme des couverts, des paillages, qui soient plastiques ou naturels. Il existe aussi d'autres techniques encore, comme le désherbage manuel. Et après, une autre info qu'il faut garder en tête aussi, c'est que le désherbage en bio, ça représente jusqu'à 30% de la main-d'œuvre d'une culture. Donc en fait, le projet, il est un peu basé là-dessus, en se disant, finalement, si on regarde toutes ces alternatives, si on regarde un peu ces challenges, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Le but, c'est de trouver un peu des réponses à ces challenges-là en maraîchage biologique. Donc le projet s'appelle le projet SFR Sol, ce qui veut dire que le titre complet, c'est la mise au point de stratégies innovantes d'entretien de la fertilité du sol. Son enjeu, c'est de déployer des stratégies innovantes de maîtrise de l'enherbement et de préservation de la fertilité du sol à l'échelle des systèmes de culture. Donc comme je disais, il est en place depuis 2015, avec un financement principalement de Fondation de France et de l'AERM jusqu'en 2017. Et depuis 2018, un financement Ecophyto. Je vais expliquer comment le projet est mis en place. Donc en fait, c'est une expérimentation système, c'est-à-dire qu'on va avoir 3 systèmes différents, 3 systèmes de culture. Donc un système de culture, c'est un ensemble de pratiques, et on va les mettre en place sur les parcelles, et on va ensuite faire des mesures dessus pour évaluer leur performance. Donc ça, c'est des parcelles qui sont sur le site, que vous verrez cet après-midi. Et donc sur une parcelle, en fait, on a les 3 systèmes. Donc on a une culture, donc là sur la photo par exemple, c'est une culture de carottes. Et sur cette même parcelle, on a les 3 systèmes. Donc la culture est conduite de 3 façons différentes. Donc on a un premier système qui est le système de référence, qui est un système plutôt classique. Et ensuite, on a 2 systèmes innovants, qui sont engrais Vermax et conservation du sol. Donc pour ces 3 systèmes, on suit la même succession de cultures, avec en année 1 les pommes de terre, en année 2 salade puis choux. Ensuite, on a les courges, les poireaux et les carottes. On a donc 2 parcelles avec 1 an de décalage. Et la différence entre les systèmes, ce sont les leviers agronomiques. Donc pour le système de référence, comme je disais, c'est un système qui reprend plutôt les pratiques des maraîchers bio de la région, donc avec des choses plutôt classiques, donc un travail du sol classique avec des outils rotatifs, une fertilisation classique et peu d'utilisation d'engrais verts. Ensuite, on a le système engrais Vermax dans lequel on ne va pas du tout mettre d'engrais organiques dans le sol. Par contre, on utilise un maximum d'engrais verts, donc en interculture et en intercalaire.
Et on utilise des outils non rotatifs du sol, donc il y a quand même un travail du sol, mais avec des outils non rotatifs. Ça, c'est les critères principaux. Et ensuite, dans le système conservation du sol, on réduit le travail du sol au maximum. On garde le sol couvert aussi au maximum, donc soit avec des paillages plastiques ou naturels. Il y a une fertilisation, mais qui est raisonnée, c'est-à-dire qu'on va la fractionner, on va voir si on a vraiment besoin d'apporter les deuxième, troisième fractions dans la culture. En fait, on est dans la 6e année du projet, et en fait, tout au long du projet, on va faire plein de mesures sur les parcelles, sur les cultures, pour évaluer leur performance. Donc on a plein d'indicateurs différents. On a les indicateurs sur la fertilité du sol, donc qu'elle soit chimique, physique ou biologique. Des indicateurs sur les résultats technico-économiques, donc au niveau des rendements, du temps de travail. Des indicateurs de qualité de l'eau, avec les pertes d'azote dans les eaux de drainage. On évalue aussi l'autonomie vis-à-vis des intrants, avec la quantité d'intrants et la nature des intrants. Et la maîtrise de l'enherbement. Donc pour ça, on fait un comptage d'adventices et l'identification des adventices qui sont sur les parcelles. Il y a vraiment 2 parcelles distinctes et que sur chaque, on a vraiment les 3 systèmes. Ce que je veux vous montrer aussi ici, c'est qu'on a des zones de mesure spécifiques sur lesquelles on fait toujours, les mesures au même endroit sur la parcelle, avec des répétitions. Une des choses qui est créée pendant le projet, c'est les outils autoconstruits avec l'atelier paysan. Donc je vous donne juste 2 exemples ici. Donc la buteuse à planches pour former les planches et enfouir les engrais verts sans travail profond, et le strip-till qui a été développé au cours des années avec l'atelier paysan pour tracer des sillons, semer, mettre de l'engrais ou semer dans les sillons, refermer derrière. Voilà, donc ça c'est des exemples. Dans les autres résultats qu'on crée, la matière qu'on crée aussi dans le projet, c'est tout ce qui est itinéraire technique. Donc on rassemble toutes les données des cultures qu'on a fait, qu'on synthétise dans des documents dans lesquels on a la chronologie de la succession et les interventions classées par domaine, donc avec le travail du sol, la gestion des adventices, les couverts, les apports, les opérations culturelles et la gestion des ravageurs maladies. Et on a un site internet sur lequel on met toutes ces infos-là, tout ce qu'on fait sur les parcelles, tous les itinéraires techniques, toutes les mesures, toutes les infos qu'on a, on les met sur le site internet et du coup vous pouvez y accéder. Donc ensuite, ça c'était en 2020, on a fait un travail d'analyse des résultats. Donc on a créé un tableau de bord. Donc l'idée du tableau de bord, en fait, c'est de pouvoir comparer les 3 systèmes dans les différents axes de ce qu'on considère être les axes d'évaluation de la durabilité des systèmes, en fait. Donc on a l'axe économique, l'axe environnemental et l'axe social. Et en fait, les couleurs indiquent la performance d'un système pour chaque critère. Donc ce qui est vert foncé, c'est ce qui est de mieux, vert clair, ça reste satisfaisant, orange moins satisfaisant et rouge pas satisfaisant du tout. Tout le rapport et tout le tableau sont sur internet, donc vous pouvez les retrouver et lire les informations dessus. Donc là, juste pour vous présenter rapidement, par exemple ici, on a donc l'axe économique avec les résultats technico-économiques en haut. Et vous pouvez voir que les rendements pour les trois systèmes sont à peu près équivalents. Les rendements des systèmes innovants, engrais Vermax et conservation sont légèrement supérieurs. Par contre, les charges de main-d'œuvre et opérationnelles sont parfois plus élevées. Du coup, ça fait que finalement, au niveau de la marge cheminette, dans les 3 systèmes, on se retrouve avec un niveau à peu près équivalent. Donc voilà, comme je disais, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, tout ce qui est capacité productive à court et moyen terme et à long terme, tout ça, ça demande beaucoup d'explications derrière dans ce qu'on inclut dans ces critères-là. Donc je vous laisserai soit venir vers moi pour poser des questions ou aller sur Internet pour chercher les informations. Ça, c'est l'axe environnemental. Donc si on regarde très rapidement, mais encore une fois, il faut faire attention, il faut aller voir les chiffres derrière, il faut aller voir les graphiques pour avoir toutes les informations en tête. Mais si on regarde rapidement, on voit que sur référence, les indicateurs sont plutôt orange, donc tout ce qui est biomasse bactérienne, population de vers de terre, consommation de carburant, il s'en sort moins bien qu'engrais Vermax et conservation du sol. Et par contre, par exemple, au niveau de la consommation de plastique, alors référence et engrais Vermax sont finalement pas très loin, ils sont quand même d'une couleur différente, mais ils sont pas très loin. Par contre, sur conservation du sol, on va avoir une consommation de plastique qui est beaucoup plus importante parce qu'on va avoir beaucoup de bâches, de paillage, de choses comme ça. Sur l'axe social, qui parle plutôt de la pénibilité, de la complexité et de l'organisation du travail, on voit que des choses qui sont un peu plus complexes sur les systèmes innovants pour la mise en œuvre, parce que c'est des pratiques qui ne sont pas encore très connues ou très
a pas beaucoup de références dessus, donc c'est toujours un peu compliqué de mettre en place les bonnes pratiques. Après, sur conservation du sol, on va avoir un temps de travail total un peu plus élevé, un temps de travail pendant les périodes de surcharge qui est aussi un peu plus élevé, et un intérêt à travailler à plusieurs. Donc c'est-à-dire que des fois ça vaut le coup de ne pas être tout seul sur sa ferme, mais d'être avec d'autres personnes. Donc encore une fois, je prends des pincettes, tout ça je vous le dis très rapidement pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne, mais derrière il faut vraiment aller voir les résultats, les graphiques, les infos pour comprendre comment ça se passe. C'est pas aussi simple et aussi évident que ça, il y a plein de nuances derrière qu'il faut connaître. Et voilà, donc là c'est ce que je vous disais, du coup vous pouvez trouver toutes les informations sur le site internet, donc polemaraîchage.com, dans le dossier C'est faire seul. Je vous ai aussi laissé des fiches ici qui résument, sur 2 pages, qui résument le projet et qui vous donnent l'adresse du projet C'est faire seul. Et puis après on a une page Facebook aussi sur laquelle je mets les nouvelles de ce qui se passe sur le site, comme ça permet de rester un peu branché. Et si vraiment vous voulez aller plus loin, on peut en discuter, vous pouvez me contacter par mail. Voilà. Il y a d'autres projets, d'autres références en Europe? Alors, il y a un autre projet qui est en train d'être mis en place, le projet Persis, qui est en Bretagne, qui reprend un peu les mêmes thèmes que nous, mais qui a été créé, qui doit être encore dans ses débuts. Il a été créé l'année dernière, je pense. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent en place tous ces systèmes directement chez des producteurs. Donc je pense que ça vaut le coup d'aller voir. Persis, c'est P-E-R-S-Y-S-T. Et normalement, maintenant, il y a un site Ecophytopic sur lequel vous pouvez retrouver tous les projets défis, avec les explications des systèmes, les explications des sites, comment sont gérés les projets, quels résultats sont attendus. D'autres questions? Oui, une question par rapport aux expérimentations qui ont été menées avec les chandelles poreuses pour mesurer les reliquats azotés. Ces réponses-là, on commence à arriver. Est-ce que c'est une politique pour l'expérimentation qui avait censé avoir les reliquats d'azote qui pouvaient être extraits des 3 systèmes différents? Il y a des réponses qui commencent à apparaître? Donc oui, on a bien un système de bougies poreuses en place qui permet d'évaluer les reliquats azotés. Là, on commence à avoir, parce que ça n'a pas été mis en place au début du projet, c'est que depuis fin 2017 ou 2018 qu'on les a. Là, on commence à avoir 2 voire 3 ans de données là-dessus. Après, ce qu'on n'a pas encore fait, c'est qu'il faut que... Donc là, on connaît le taux de nitrate dans les échantillons qu'on a tirés de la terre directement. Après, ce qu'on ne connaît pas encore, ce qu'on n'a pas encore fait comme calcul, c'est savoir si on a vraiment eu du drainage en fait, de l'eau, des pertes de l'eau. Et pour ça, il faut qu'on ait toutes les données météorologiques, toutes les données d'irrigation et qu'on fasse les calculs, savoir si il y a vraiment eu du drainage. Et à ce moment-là, s'il y a eu du drainage, combien de nitrate on a vraiment perdu dans chaque système. Donc là, on est en train de faire ces calculs-là. Donc je n'ai pas encore de résultats spécifiques à vous donner. Mais voilà, cette année, j'ai oublié de vous dire aussi, cette année, on va encore travailler sur l'analyse des résultats. On a encore une stagiaire qui vient pendant 6 mois et qui va se focaliser là-dessus. Et le but, c'est vraiment de communiquer sur les résultats et d'avoir des choses très faciles plus faciles à comprendre que ce qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. Et donc on va communiquer au maximum sur les résultats. Et donc voilà, vous pouvez aller voir sur le site régulièrement. Dès qu'on aura des nouveaux documents, on vous les mettra à disposition. Oui, j'ai une question sur les résultats. Comment vous définissez, par exemple, sur le plastique, si c'est rouge, si c'est vert, les critères que... Comment... Alors du coup, pour chaque résultat, c'est évalué de façon différente. J'ai pas tous les chiffres en tête et les calculs exactement, mais en gros, ce qu'on essaie de faire, c'est... on va dire déjà de façon générale pour tous les résultats, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre des pourcentages. En fait, normalement, les systèmes innovants, on les compare au système de référence. Donc en fait, le système de référence, on considère que, par exemple, au niveau des rendements, on va considérer que le système de référence est vert, il est satisfaisant, parce que sinon, il ne serait pas en place, il ne serait pas utilisé par les maraîchers. Donc on considère que le rendement est plutôt bon. Et à partir de là, en fait, on va créer des marges de pourcentage. On va voir si les autres systèmes innovants, s'ils sont à plus de 5% de différence, s'ils sont à plus de 30% de différence de ce rendement-là.
que ce soit en négatif ou en positif, pour savoir s'ils sont meilleurs ou moins bons que celui de référence. Donc en fait, on utilise un peu ce système-là. Après, du coup, les pourcentages, ça c'est surtout pour tout ce qui est technique économique, et après pour tout ce qui est fertilité du sol et tout ce qui est, on va dire fertilité du sol. Là, on arrive à avoir des valeurs en travaillant avec des bases de données de laboratoire sur qu'est-ce qui est considéré comme bon pour le sol, tolérable, pas bon du tout. Et donc avec ces graphiques et ces données-là, on arrive à savoir quels sont les taux qui sont satisfaisants ou pas satisfaisants, et du coup on met on se fait des fourchettes en fait de données pour dire si les résultats qu'on a pour chaque système, s'ils sont dans la catégorie satisfaisant, pas satisfaisant ou pas. Voilà. Sachant qu'à chaque fois, on essaie de comparer au système de référence. Et du coup, pour le plastique en particulier, on calcule, c'est un peu complexe, mais on essaie de calculer la quantité de plastique vraiment qu'on a utilisé, donc la densité du paillage qu'on va mettre, savoir si c'est réutilisable ou pas, savoir si ça va se perdre dans la nature ou si c'est recyclé, enfin réutilisé. Donc c'est assez complexe, c'est pas mal de choses à prendre d'un coup, parce que c'est à la fois le système d'irrigation, à la fois les paillages et tout. Mais on essaie de faire j'ai perdu le mot, mais des fourchettes de données pour pouvoir comparer les systèmes entre eux, quoi. Question par rapport au reliquat d'azote, pourquoi est-ce que c'est pas utiliser directement les résultats que vous avez là? Ça correspond pas directement à ce qui est lessivé? C'est ce qui... Non, parce que du coup, c'est ça. En fait, on sait que dans l'eau qui est présente sur les parcelles, on connaît le taux de nitrate. Par contre, on ne sait pas si cette eau va vraiment être lessivée ou pas, ou si elle reste sur la parcelle. Et ça dépend en fait de la capacité en eau de la parcelle, de la quantité d'eau qui est tombée, de la pluviométrie, de l'irrigation. Donc on a juste la donnée dans chaque parcelle, on a tant de nitrate, mais après on ne sait pas on ne sait pas à quel niveau ça a été lessivé ou pas, s'il y a une parcelle où il y a du lessivage toute l'année ou juste une fois de temps en temps, et si jamais à ce moment-là où il y a du lessivage, est-ce que c'est fort en nitrate ou pas. Donc il nous manque encore toutes ces explications derrière pour pouvoir vraiment analyser ces résultats et tirer des conclusions. Parce que c'est pas parce qu'il y a un fort taux en nitrate que c'est forcément polluant en quelque sorte. S'il n'y a pas de lessivage, que le nitrate reste là. Bon, je vous donne les hypothèses en gros, mais du coup il faut qu'on travaille là-dessus et pas juste dire tel système a plus de nitrate qu'un autre système, quoi. On va passer à la suite. Merci beaucoup pour l'opportunité pour la présentation, MSV.